Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne vraiment tous, la mémoire. Ah oui, on a tous cette impression, soit on a une bonne mémoire, soit on a, comme on dit, une tête de la note Exactement. Et si cette idée était complètement fausse? Si la mémoire, en fait, c'était une compétence, un muscle qui s'entraîne. et qui peut devenir spectaculaire. C'est ça. Pour explorer ça, on se plonge dans des extraits du livre de Jean-Yves Pons, Booster votre mémoire. L'idée, c'est de décortiquer ces techniques et de comprendre comment ça peut marcher pour tout le monde. Ce qui est fascinant, c'est son parcours à lui. Ah oui, il part de loin. Il dit lui-même qu'il avait une mémoire de poisson rouge. Il oubliait tout, tout le temps. Un calvaire pour les études, j'imagine. Et un jour, il tombe par hasard sur une méthode pour mémoriser un jeu de 52 cartes. Il essaye, sans trop y croire, et ça marche. La révélation. Et il en a fait son expertise, au point de passer à la télé pour des démonstrations qui semblent surhumaines. Mais qui ne le sont pas. Justement. C'est ça le point de départ essentiel. Ce n'est pas un don, c'est une technique apprise. L'idée centrale, c'est que la mémoire est vivante. Si on ne la sollicite pas, elle s'atrophie, comme un muscle. Exactement. Et notre époque, avec ses distractions constantes, c'est un vrai défi pour elle. On externalise tout sur nos téléphones, les numéros, les rendez-vous. On ne fait plus l'effort de retenir. Du coup, la promesse de cette approche est radicale. Ce n'est pas de la magie, mais l'application de principes très anciens, qu'on appelle l'art de la mémoire. Et n'importe qui peut le faire. Alors, avant même de parler des techniques, le livre dit qu'il faut d'abord faire un peu le ménage dans nos croyances. Les fameux mythes qui nous bloquent. Le premier, et on l'a tous connu à l'école, c'est l'idée que le par cœur est la seule méthode qui marche. Ah, le gavage d'oie, comme l'appelle l'auteur. C'est une méthode du 19e siècle, basée sur la répétition brute jusqu'à l'épuisement. C'est terrible. Ça peut marcher pour des trucs simples, mais c'est surtout très inefficace. Et pire, ça peut créer un vrai dégoût de l'apprentissage. On finit par associer la mémoire à un truc pénible. C'est vrai que ça laisse des traces. Un autre mythe, c'est cette espèce de fatalité. À passer un certain âge, c'est normal de perdre la mémoire. On l'entend tout le temps. Et c'est une idée très néfaste. La source est claire là-dessus. La mémoire ne décline que si on arrête de l'entretenir. C'est une question d'hygiène de l'esprit en fait. Tout à fait. On s'attend pas à rester en forme en passant sa journée sur un canapé. Pour le cerveau, c'est pareil. L'exemple de la lectrice de 91 ans qui utilise encore ces techniques. Ça prouve que c'est possible. Un cerveau stimulé reste un cerveau performant. Et le dernier mythe, mon préféré, c'est le cliché de film. On n'utiliserait que 10% de notre cerveau. C'est fou comme cette idée est tenace. Alors que c'est complètement faux. Totalement. Les neurosciences l'ont montré, on utilise 100% de notre cerveau. Pas tout en même temps, bien sûr. Mais le but de ces techniques, c'est pas d'utiliser plus de cerveau, mais de l'utiliser plus intelligemment. En exploitant son fonctionnement naturel. C'est ça. Et d'ailleurs, le potentiel qu'on a est vertigineux. La capacité de stockage du cerveau est quasi infinie. Infini. Il y a cette analogie fascinante du psychologue Paul Reber. Il dit que si le cerveau était un enregistreur vidéo, il pourrait tourner en continu pendant 300 ans, sans jamais être plein. 300 ans. D'accord. Bon, on peut arrêter de s'inquiéter de la saturation alors. Ça laisse de la marge. On a de quoi faire. Une fois qu'on a mis ces mythes de côté, par où on commence, concrètement? C'est quoi la première brique? La première brique, le principe fondamental de tout, c'est l'association. D'accord. Notre cerveau, il fonctionne pas comme un disque dur. Il fonctionne par connexion. Mémoriser, c'est pas enregistrer une info, c'est la connecter à un truc qu'on connaît déjà. D'où la technique des associations mentales. Transformer une info abstraite en une image. Une image concrète, vivante et surtout marquante. C'est-à-dire que si je veux retenir le mot ballon, je dois pas juste penser au mot. Exactement, il faut lui donner vie. Et pour qu'une image soit mémorable, il y a quelques règles. Il faut l'exagérer, la rendre absurde, la mettre en mouvement. Et utiliser les 5 sens. Voilà. Pour ballon, vous n'imaginez pas un simple ballon. Vous imaginez un ballon de 3 mètres de haut, rose fluo, qui sent le chocolat et qui rebondit au ralenti dans votre salon. D'accord, je vois. Le cerveau est un grand enfant en fait. Il adore ce qui est nouveau, drôle, bizarre. Il retiendra bien plus facilement cette image folle qu'un concept abstrait. J'avoue que ça me paraît presque trop simple. L'idée qu'une image absurde soit plus efficace que des heures de répétition, c'est assez contre-intuitif. C'est parce que le ridicule, l'absurde, ça crée une empreinte neuronale unique. Une information banale se perd dans la masse. Alors qu'une info bizarre,
crée une connexion beaucoup plus forte. C'est un signal pour le cerveau qui se dit: «Tiens, ça, c'est pas comme d'habitude, je le garde». D'accord. Et c'est ce principe qui nous amène à la technique suivante, la chaîne d'association. Qui consiste à lier les images les unes aux autres, c'est ça? Précisément, pour mémoriser une liste, au lieu d'apprendre chaque élément séparément, on va créer une petite histoire où chaque image interagit avec la suivante. L'exemple du livre sur les pays les plus riches est parfait pour ça. Oui, on part de la Statue de la Liberté pour les USA, on imagine qu'elle donne un coup de torche à un énorme dragon chinois. Qui, en crachant du feu, brûle les fesses d'un samouraï japonais. Voilà. Et le samouraï surpris glisse sur une montagne de choucroute à l'amande. Et ainsi de suite. C'est complètement absurde, mais je dois admettre que c'est bien plus marquant qu'une simple liste. Bien sûr. Mais il n'y a pas un risque si un maillon de la chaîne casse, si j'oublie ce qui arrive au samouraï, est-ce que je perds pas tout le reste? C'est une excellente question. Le risque existe si les liens sont faibles. C'est pour ça que l'interaction doit être forte, dynamique. Le samouraï doit pas juste être à coquer de la choucroute? Non, il doit glisser dessus de manière spectaculaire. Plus l'action est forte, plus le lien est solide. Et ça nous prépare à la technique reine, la plus puissante de toutes. Le voyage. Ou le fameux palais de mémoire. Exactement. On en entend souvent parler, ça sonne très mystérieux. L'origine de l'histoire est incroyable, non? Ce poète grec Simonide de Céos. Oui, la légende de la méthode. Après l'effondrement d'un toit pendant un banquet, il a pu identifier tous les corps devenus méconnaissables. Simplement en se souvenant où chaque invité était assis. Il a compris que notre mémoire des lieux, notre mémoire spatiale, est extraordinairement puissante. Le principe du palais, c'est d'utiliser ça. On choisit un itinéraire qu'on connaît par cœur. Son appartement, le trajet pour aller au travail. Voilà. Et on y dépose les images des infos à mémoriser. Alors, pour que ce soit concret, disons que je veux mémoriser une liste de courses. Girafe, bouteille, marteau, statue. J'utilise mon appartement, comment je fais? D'accord. Première étape, le paillasson. Vous imaginez une girafe qui s'essuie les sabots. Ok, Vous ouvrez la porte. Dans l'entrée, deuxième étape, une bouteille de coca géante est coincée et bloque le passage. d'accord, je l'ai. Vous arrivez au salon, troisième étape, un athlète olympique vient de lancer son marteau à travers votre télé. Ah oui, et la statue? Dans la cuisine, quatrième étape, une statue grecque en marbre, avec un tablier, est en train de préparer des crêpes. L'image de la statue qui fait des crêpes est assez inoubliable, je dois dire. C'est fascinant. Mais ça devient pas un immense fouillis dans la tête à force? C'est la clé. Chaque voyage est unique. Votre appartement, c'est un palais. Votre trajet au bureau, c'en est un autre. Les informations ne se mélangent pas? Non, parce que les lieux sont distincts. Il faut juste respecter les règles. Des images en mouvement qui interagissent avec le lieu. Et y mettre l'essence. Sentir l'odeur des crêpes, par exemple. D'accord. Ces techniques marchent bien pour des mots, des concepts, mais face à l'ennemi juré de la mémoire, une longue suite de chiffres. On leur applique le même principe. On les transforme. Comment? Avec un système comme le Dominique System. L'idée est de convertir chaque nombre de 00 en un personnage unique. Un personnage, avec une action et un objet qui lui sont propres. C'est ça. On se construit un code personnel une bonne fois pour toutes. Attendez, ça a l'air hyper puissant, mais aussi un peu intimidant. Il faut se créer une liste de 100 personnages. Ça prend du temps au début, non? Absolument. C'est un point crucial. Oui, il y a un investissement de départ. Quelques heures pour créer son système. Le livre donne une méthode pour le faire, en associant chiffres et lettres. Par exemple, 12, ça pourrait être AB pour Albert Einstein. Exactement. Action, tirer la langue. Objet, une ardoise avec E égale MC carré. C'est un travail préparatoire, mais une fois que c'est fait, c'est un outil pour la vie. Un investissement donc. Et une fois qu'on a notre liste, comment on mémorise, disons, les décimales de pi? Deux suivants, l'action d'un autre personnage et les deux derniers, l'objet d'un troisième. Donnez-moi un exemple. Prenons le nombre 53, 78, 98. Admettons que 53, c'est un sumo, 78, c'est Aladdin, dont l'action est voler sur un tapis, et 98, c'est Superman, dont l'objet est une cape rouge. D'accord. La suite, 53, 78, 98, devient une scène unique. Le sumo est en train de voler sur un tapis magique tout en portant une cape de Superman. Un sumo avec une cape sur un tapis volant.
D'accord. C'est absurde, mais l'image est tellement précise que je suis pas prêt de l'oublier. Voilà, on transforme une corvée en film d'animation mentale. Et ces scènes, on peut les placer dans un palais de mémoire. C'est fascinant. Mais venons-en aux applications pratiques. Au-delà des championnats, à quoi ça sert au quotidien? Pour les études, Pour les études, ça change tout. En histoire, une date comme 1945, ce n'est plus un chiffre. On la découpe, 1900 et 45. On prend le personnage 1900 qui fait l'action du personnage 45. une scène, une date. Mémorisé. Pour une langue, on peut créer des ponts sonores. Le mot anglais flash, la chair, ça sonne un peu comme flèche. On imagine une flèche qui transperce la chair. Un peu violent, mais efficace. C'est souvent la clé. Il ne faut pas hésiter à être extrême dans ces images. Même pour l'anatomie, mémoriser les 200 ciseaux du squelette. On divise le corps en plusieurs palais et on y place des scènes. Et pour la vie de tous les jours, la situation classique. On a une soirée, on nous présente 10 personnes, et 30 secondes après, on a tout oublié. Pour les noms et les visages, la technique est redoutable. On trouve un détail physique marquant chez la personne et on le lie à une image de son prénom. Par exemple, On vous présente une Chloé qui a des sourcils très dessinés. Chloé peut faire penser à clouer. Vous imaginez une seconde, ses sourcils comme cloués sur son front. c'est une image mentale rapide, personnelle. Et la prochaine fois que vous la croiserez, son trait marquant vous rappellera l'image et donc son prénom. Il faut avoir l'esprit vif, hein, quand même. Ça devient plus rapide avec la pratique. Comme pour tout, c'est de l'entraînement. Au début, on tâtonne un peu et puis ça devient un réflexe. On peut même mémoriser son agenda. Lundi, c'est l'entrée, mardi, la cuisine. Et on place des scènes pour les rendez-vous avec l'heure convertie en personnage. C'est infaillible. Ce qui est vertigineux, c'est de comprendre que n'importe quelle information, même une formule de maths, peut être traduite dans ce langage d'image. C'est exactement ça. On passe d'un apprentissage passif, où on espère que l'info rentre, à un apprentissage actif. On prend l'info, on la triture, on joue avec. Rien que cet effort créatif force le cerveau à la retenir. Et à la comprendre en profondeur. Si on devait résumer, ce que cette approche nous apprend, c'est que notre mémoire est bien plus puissante qu'on le pense. Ce n'est pas une capacité figée. C'est une compétence qui se cultive. Avec des outils qui sont finalement assez simples et ludiques. Faire confiance à son imagination, créer des histoires, s'appuyer sur des lieux connus. Le message est très optimiste. Une mémoire extraordinaire est à la portée de tous. C'est ça. Et ça ouvre sur une question beaucoup plus vaste. Une pensée que l'auteur laisse à la fin et que je trouve très stimulante. La question n'est plus de savoir si on peut le faire, mais pourquoi faire. Ah oui. Il nous demande: qu'allez-vous réaliser avec votre nouveau pouvoir? Comment allez-vous changer votre vie? Comment allez-vous changer le monde? C'est une invitation à voir la mémoire non pas comme une fin en soi. Mais comme un levier. Un moyen d'apprendre plus vite, de maîtriser de nouveaux domaines et finalement de réaliser ses ambitions, quelles qu'elles soient.